Une bibliothécaire a sacrifié son bonheur pour sauver sa fille malade. À l'annonce du diagnostic, elle a fondu en larmes. Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite, une histoire de dépassement et d'espoir qui touchera votre cœur. Bon retour, laissez un like sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de l'histoire. Françoise Moreau parcourait les rayons de la bibliothèque municipale de Lyon avec l'aisance d'une femme qui connaissait chaque livre par cœur. À 48 ans, cette bibliothécaire dévouée avait trouvé dans ses murs un havre de paix, un refuge où le temps semblait suspendu. Ses cheveux châtains parsemés de quelques fils argentés encadraient un visage aux traits doux, marqué par les épreuves de la vie, mais illuminé par un regard pétillant de bienveillance. Pour les habitués du lieu, Françoise incarnait l'âme, même de cette bibliothèque, toujours prête à recommander le roman parfait ou à aider un étudiant perdu dans ses recherches. Ce jour-là, pourtant, elle consultait nerveusement sa montre toutes les 5 minutes. Sa fille Thérèse, 19 ans, disputait un match important de volley-ball universitaire et Françoise avait promis d'arriver à temps pour la seconde partie du match. Une promesse qu'elle comptait bien tenir, comme toutes celles qu'elle avait faites à sa fille depuis qu'elles vivaient seules, toutes les deux, Gérard les ayant quittées alors que Thérèse n'avait que 5 ans. Lorsque Françoise poussa enfin les portes du gymnase universitaire, le match battait son plein. Ses yeux trouvèrent immédiatement la silhouette élancée de sa fille, reconnaissable entre mille, avec sa queue de cheval blonde qui rebondissait à chaque saut. Thérèse, athlétique et déterminée, était la fierté de Françoise. Grâce à une bourse sportive, elle poursuivait des études de psychologie qu'elle finançait partiellement par elle-même, travaillant le week-end dans une librairie du centre-ville. Le score était serré. La tension montait dans les gradins, tandis que l'équipe de Thérèse menait d'1 point. La jeune fille s'élança pour un service puissant qui laissa l'équipe adverse sans réaction. Françoise applaudit avec enthousiasme, savourant la joie qui illuminait le visage de sa fille. C'est alors que l'impensable se produisit. En plein milieu d'un échange, alors que Thérèse s'apprêtait à renvoyer la balle, son corps sembla soudain se figer. Pendant une fraction de seconde qui parut interminable à Françoise, sa fille resta immobile, le regard dans le vide. Puis, sans crier, sans avertissement, elle s'effondra sur le terrain comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Le silence qui s'abattit sur le gymnase fut plus assourdissant que tous les cris précédents. Françoise sentit son cœur s'arrêter avant de s'élancer dans les tribunes, bousculant spectateurs et joueurs pour atteindre sa fille. La suite se déroula comme dans un cauchemar. L'arrivée des secours, l'ambulance, les couloirs aseptisés de l'hôpital, et enfin, ce bureau médical, où un néphrologue au regard grave leur annonça le diagnostic qui allait bouleverser leur existence. Thérèse souffrait d'une maladie rénale rare, une glomérulonéphrite à progression rapide qui nécessitait une transplantation dans les 8 mois à venir. Sans greffe, ses reins cesseraient définitivement de fonctionner, et son état se détériorerait jusqu'à un point de non-retour. « Je serai donneuse », déclara immédiatement Françoise, le regard déterminé. « Faites tous les tests nécessaires. » Mais le destin n'avait pas fini de s'acharner sur cette famille. 2 semaines plus tard, les résultats tombèrent comme un coup près. Françoise n'était pas compatible. Son groupe sanguin et ses antigènes HLA ne correspondaient pas suffisamment à ceux de sa fille pour permettre une greffe. La liste d'attente pour un rein compatible est de plusieurs années, expliqua le médecin avec compassion. Malheureusement, dans l'état actuel de Thérèse, nous n'avons pas ce temps devant nous. Cette nuit-là, après avoir bordé sa fille qui avait enfin trouvé le sommeil grâce aux médicaments, Françoise s'effondra sur le balcon de leur petit appartement. Les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit, indifférentes à son désespoir. Comment pouvait-elle accepter que la vie de son enfant ne tienne qu'à un fil si ténu? Comment continuer à respirer quand chaque souffle semblait un privilège? Voler à sa fille, les larmes coulèrent longtemps, silencieuses, amères. Puis alors que l'aube commençait à teinter le ciel, Françoise sécha son visage d'un geste résolu. Elle ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Pas maintenant.
pas quand Thérèse avait besoin d'elle plus que jamais. Dès le lendemain, Françoise se lança dans un combat acharné contre le temps et les statistiques. Si la médecine traditionnelle ne pouvait pas sauver sa fille assez rapidement, elle trouverait elle-même une solution. Elle commença par organiser une campagne de sensibilisation aux dons d'organes dans toute la ville. La bibliothèque municipale devint le quartier général de cette initiative avec l'accord enthousiaste de sa directrice, Madame Joubert, qui avait toujours eu un faible pour Thérèse. Des affiches furent placardées partout dans Lyon, des brochures distribuées, des réunions d'information organisées. Françoise sollicita les radios locales, les journaux, les associations. Elle créa une page sur les réseaux sociaux qui atteignit rapidement plusieurs milliers de personnes. Chaque minute libre était consacrée à cette mission, chaque contact exploité. La nuit, épuisée mais incapable de dormir, elle recherchait des cas similaires sur Internet, des traitements expérimentaux, des miracles médicaux qui pourraient lui donner un fragment d'espoir auquel s'accrocher. Pendant ce temps, Thérèse faisait preuve d'un courage qui forçait l'admiration. Malgré la fatigue écrasante causée par sa maladie et les traitements préliminaires, elle s'efforçait de poursuivre ses études à distance, refusant de voir sa vie entièrement définie par sa condition médicale. « Je ne suis pas seulement une patiente, maman », répétait-elle à Françoise. « Je suis toujours moi. » Un mois après le diagnostic, la bibliothèque municipale organisa une soirée de collecte de fonds pour aider aux frais médicaux et promouvoir la recherche de donneurs potentiels. L'événement, baptisé « Lire pour la vie », proposait des lectures publiques par des auteurs locaux, une vente de livres d'occasion et un concert de musique classique. Françoise, qui avait dormi à peine 3 heures la nuit précédente, accueillait les invités avec un sourire qui masquait difficilement son épuisement. C'est à cette occasion qu'elle rencontra Samuel Legrand. Grand, distingué, la soixantaine élégante avec ses cheveux poivre et sel et ses yeux d'un bleu profond, il s'était arrêté devant le stand d'information sur le don d'organes. Françoise l'avait abordé avec le même discours rodé qu'elle, servait à tous les visiteurs potentiellement intéressés, lui expliquant le processus de test, de compatibilité et l'importance vitale des dons de son vivant. « Je suis médecin », avait-il répondu avec un léger sourire. « Enfin, j'étais médecin, néphrologue précisément. J'ai pris ma retraite il y a 2 ans et je viens d'emménager à Lyon. » Pour la première fois depuis l'effondrement de Thérèse, Françoise sentit une étincelle d'intérêt personnel traverser son esprit focalisé sur la maladie. Un néphrologue? Quelle coïncidence extraordinaire. Alors vous comprenez exactement de quoi je parle, dit-elle, incapable de masquer la lueur d'espoir dans sa voix. Parfaitement, acquiesça-t-il. Et si vous me permettez, je serais heureux d'apporter mon expertise à votre campagne. J'ai encore quelques contacts dans le milieu médical qui pourraient nous être utiles. Ce nous spontané, cette inclusion immédiate dans son combat, toucha Françoise plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle n'était plus seule à porter ce fardeau écrasant. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Samuel tint parole. Dès le lendemain, il contacta d'anciens collègues, s'informant des dernières avancées dans le traitement des maladies rénales et des possibilités de trouver un donneur compatible pour Thérèse. Il aida également Françoise à naviguer dans le système de santé complexe, l'accompagnant parfois aux rendez-vous médicaux pour poser les questions techniques auxquelles elle n'aurait pas pensé. Leur relation se développa naturellement, nourrie par un objectif commun et un respect mutuel qui se transformait peu à peu en quelque chose de plus profond. Samuel avait perdu sa femme 5 ans auparavant, justement des suites d'une maladie rénale, ce qui expliquait sa compréhension intime de la situation et son désir d'aider. Françoise, quant à elle, n'avait pas laissé un homme entrer dans sa vie depuis le départ de Gérard, préférant consacrer toute son énergie à élever sa fille et à construire leur cocon à 2. 3 mois après le diagnostic,
Une lueur d'espoir apparut. Un nouveau traitement médicamenteux expérimental permit de stabiliser temporairement l'état de Thérèse. Bien que ce ne soit pas une solution permanente, cela leur offrait un répit précieux, prolongeant la fenêtre de temps disponible pour trouver un donneur. Profitant de cette accalmie, Thérèse reprit partiellement ses études, suivant quelques cours à l'université tout en continuant les traitements. Sa détermination impressionnait tous ceux qui la côtoyaient, y compris Samuel, qui s'était rapidement attaché à cette jeune femme courageuse qui lui rappelait sa propre fille, partie étudier à l'étranger après le décès de sa mère. Françoise observait avec un mélange de gratitude et d'appréhension la place que Samuel prenait progressivement dans leur vie. Un soir, alors qu'ils partageaient un thé sur le balcon après le coucher de Thérèse, il lui prit doucement la main. « Tu ne devrais pas avoir à traverser tout cela seule, Françoise, » murmura-t-il. Elle ne retira pas sa main. Pour la première fois depuis l'effondrement de Thérèse, elle s'autorisa à ressentir autre chose que de la peur et de l'inquiétude. Une chaleur oubliée se répandit dans sa poitrine, mélange troublant de réconfort et de culpabilité. Comment pouvait-elle penser à son propre bonheur quand la vie de sa fille était en jeu? Samuel sembla lire dans ses pensées. « Tu as le droit d'accepter du soutien, tu sais. Ce n'est pas trahir Thérèse que de prendre soin de toi aussi. » Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues de Françoise. D'un geste tendre, Samuel les essuya, puis l'attira contre lui dans une étreinte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Cette nuit-là, blottie contre cet homme qui était entré dans sa vie comme un rayon de soleil au cœur de la tempête, Françoise s'autorisa à espérer à nouveau. Pas seulement pour Thérèse, mais aussi pour elle-même. Le lendemain, un appel du journal local changea la donne. Un journaliste souhaitait faire un article sur l'histoire de Thérèse et la campagne de recherche de donneurs. L'article parut en première page du Progrès de Lyon, avec une photo de la jeune fille souriante malgré la perfusion à son bras et un appel vibrant à la solidarité lyonnaise. L'effet fut immédiat. Des dizaines de personnes se manifestèrent pour se faire tester, touchées par le courage de cette étudiante et la détermination de sa mère. Samuel lui-même passa les tests, bien que ses antécédents médicaux rendissent peu probable qu'il soit un donneur idéal. Françoise, submergée par cet élan de générosité, reprit espoir. Parmi tous ces volontaires, il y aurait forcément une personne compatible. Thérèse, de son côté, vivait cette mobilisation avec un mélange de gratitude et de malaise. « J'ai l'impression d'être devenue une cause, maman », confia-t-elle un jour à Françoise. « Les gens me regardent différemment maintenant. Plus comme une personne, mais comme une malade. » « Ce n'est que temporaire, ma chérie », la rassura Françoise. « Bientôt, tout cela sera derrière nous, et tu redeviendras simplement Thérèse, l'étudiante brillante qui va conquérir le monde. » Mais au fond d'elle-même, Françoise s'inquiétait. Les semaines passaient, et malgré tous les tests effectués, aucun donneur parfaitement compatible n'avait encore été trouvé. Le temps continuait sa course implacable, et chaque jour qui passait rapprochait Thérèse de l'inévitable détérioration que les médecins avaient prédite. Tous les efforts semblaient soudain vains, insuffisants face à l'énormité du défi. Cette nuit-là, après avoir rassuré Thérèse et vérifié qu'elle dormait paisiblement, Françoise s'autorisa un rare moment de faiblesse. Réfugiée dans sa salle de bain pour que sa fille ne l'entende pas, elle pleura toutes les larmes de son corps, frappant silencieusement le mur carrelé de ses poings serrés. Pourquoi? Pourquoi sa fille? Pourquoi ne pouvait-elle pas prendre sa place? Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Maman !» La voix douce de Thérèse la ramena brutalement à la réalité. « Tout va bien ?» Françoise sécha rapidement ses larmes. « Oui, oui, ma chérie, j'arrive. » Elle respira profondément, se passa de l'eau sur le visage et ouvrit la porte avec un sourire forcé. Le regard que lui lança Thérèse lui brisa le cœur. Sa fille n'était pas dupe. « Tu n'es pas obligé de faire semblant avec moi, tu sais, » dit-elle doucement en l'enlaçant. « On a le droit d'avoir peur toutes les deux. » Ce renversement des rôles,
Cette maturité que la maladie avait forcée chez sa fille fit monter une nouvelle vague d'émotions que Françoise réprima difficilement. « On va s'en sortir », murmura-t-elle, autant pour convaincre Thérèse qu'elle-même. « Je te le promets. » Elle se jurait de tenir cette promesse, quoi qu'il lui en coûte. La communauté continuait de se mobiliser autour de Thérèse. L'association des étudiants de son université organisa un concert caritatif et plusieurs commerces locaux proposèrent de reverser une partie de leurs bénéfices à un fonds destiné à couvrir les frais médicaux. La solidarité lyonnaise se manifestait sous diverses formes, touchant profondément Françoise, qui n'avait jamais soupçonné que tant de personnes, dont beaucoup d'inconnus, puissent se préoccuper du sort de sa fille. C'est lors d'un de ces événements de soutien, un concert donné dans un parc du centre-ville, que Thérèse fit la connaissance de Marc Dubois, un jeune musicien de 23 ans dont la mère avait reçu une greffe de rein plusieurs années auparavant. Attiré par l'histoire de Thérèse dont il avait entendu parler, il s'était porté volontaire pour se produire gratuitement au concert. Françoise observa avec un mélange d'émotion et d'inquiétude la complicité immédiate qui s'établit entre Marc et sa fille. Le jeune homme, avec ses longs cheveux bruns attachés en queue de cheval et son sourire lumineux, semblait comprendre Thérèse d'une façon que personne d'autre ne pouvait, pas même elle. Il connaissait l'angoisse de voir un parent malade, les nuits blanches à s'inquiéter, l'impuissance face à la souffrance d'un être aimé. Il propose de m'initier à la musicothérapie, expliqua Thérèse, les yeux brillants d'un enthousiasme que Françoise n'avait pas vu depuis des mois. Il dit que ça l'a beaucoup aidé pendant la maladie de sa mère. Françoise acquiesça, reconnaissante pour cette étincelle de joie dans les yeux de sa fille, tout en se demandant si c'était raisonnable d'encourager un attachement qui pourrait se transformer en quelque chose de plus profond. Thérèse était-elle en état de gérer une relation amoureuse, en plus de sa maladie? Et Marc, malgré toute sa gentillesse apparente, comprenait-il vraiment dans quoi il s'engageait? Ses inquiétudes furent balayées par Samuel qui lui fit remarquer doucement « Elle a 19 ans, Françoise. Elle a besoin de vivre, pas seulement de survivre. Marc semble être un garçon bien, et il a une expérience que peu de jeunes hommes de son âge possèdent. Fais-leur confiance. » Une fois de plus, Françoise fut frappée par la sagesse tranquille de cet homme qui savait toujours trouver les mots justes pour apaiser ses craintes. Leur relation s'était approfondie au fil des semaines, devenant un havre de paix dans la tempête qu'était devenue sa vie. Elle se surprenait parfois à se demander ce qui se passerait après, une fois Thérèse guérie. Samuel resterait-il dans leur vie? Voudrait-il continuer cette relation née dans des circonstances si particulières? Ces questions, elle les repoussait aussitôt, se reprochant d'être égoïste. L'unique priorité devait rester Thérèse et sa guérison. Tout le reste était secondaire, y compris son propre bonheur. Les séances de musicothérapie avec Marc semblaient faire beaucoup de bien à Thérèse. Elle avait toujours aimé la musique, mais n'avait jamais pris le temps d'apprendre à jouer d'un instrument. Maintenant, guidée par Marc qui lui prêtait patiemment sa guitare, elle découvrait un nouveau moyen d'exprimer les émotions complexes qui l'habitaient. La frustration, la peur, la colère aussi parfois, trouvaient leur exutoire dans les accords qu'elle grattait maladroitement au début, puis avec une assurance grandissante. « La musique, c'est comme la vie », lui disait Marc. « Même quand on croit avoir tout perdu, il reste toujours une note à jouer, un accord à réinventer. » 6 mois s'étaient écoulés depuis le diagnostic fatidique. La date limite fixée par les médecins se rapprochait dangereusement, et malgré tous leurs efforts, aucun donneur compatible n'avait encore été identifié. L'état de Thérèse, stable pendant quelques mois grâce au traitement expérimental, commençait à montrer des signes de détérioration. Sa fatigue s'accentuait et les analyses révélaient une fonction rénale en baisse constante. C'est alors qu'un événement inattendu bouleversa la situation. Samuel reçut un appel de son fils, Pierre, un chirurgien vivant à l'étranger, avec lequel il était brouillé depuis plusieurs années. Le jeune homme avait lu l'histoire de Thérèse sur Internet et, reconnaissant le nom de son père parmi les personnes impliquées dans la campagne,
avait décidé de le contacter. « Il veut venir à Lyon », annonça Samuel à Françoise, visiblement ému. « Il dit qu'il pourrait nous aider à explorer des options de traitement spécialisées. Il travaille dans un centre de recherche en transplantation à Boston. » Quelle surprise amènera cette visite? Comment la maladie de Thérèse évoluera-t-elle face à ces nouveaux défis? Le sort continuera-t-il de s'acharner sur cette famille, ou l'espoir brillera-t-il enfin à l'horizon de leur vie? L'arrivée de Pierre Legrand à Lyon fut à la fois une bénédiction et une source de tension. Brillant chirurgien de 35 ans, spécialisé dans les greffes d'organes, il apportait avec lui une expertise précieuse et des connexions internationales qui ouvraient de nouvelles perspectives pour Thérèse. Mais sa présence ravivait également les vieilles blessures entre père et fils, créant une atmosphère parfois électrique que Françoise s'efforçait d'apaiser. « Il m'en veut encore pour le divorce », confia Samuel à Françoise lors d'une de leurs promenades nocturnes, au bord du Rhône. « Et pour ne pas avoir été là quand sa mère est tombée malade. J'étais en mission humanitaire en Afrique. J'ai toujours cru faire ce qui était juste, mais à quel prix ?» Françoise serra sa main en silence, comprenant mieux que quiconque ce sentiment de culpabilité qui vous ronge lorsque vous croyez avoir failli à protéger ceux que vous aimez. Elle se retrouvait souvent à médiatiser les conversations tendues entre Samuel et Pierre, jouant le rôle de tampon entre deux hommes trop semblables pour s'entendre facilement, trop blessés pour exprimer simplement leur affection mutuelle, évidente. Malgré ces tensions, Pierre s'investit pleinement dans le cas de Thérèse. Il examina son dossier médical, consulta ses collègues internationaux et proposa plusieurs pistes thérapeutiques que les médecins lyonnais n'avaient pas envisagées. Grâce à lui, Thérèse fut admise dans un protocole de recherche qui testait un nouveau traitement immunosuppresseur censé augmenter les chances de compatibilité avec un plus grand nombre de donneurs potentiels. Mais alors que l'espoir renaissait sur le front médical, Françoise remarqua des changements préoccupants dans le comportement de sa fille. Thérèse se montrait plus distante, parfois secrète, se retirant dans sa chambre pendant de longues heures sous prétexte de fatigue. Un jour, en rangeant quelques affaires, Françoise découvrit par hasard un carnet de santé que sa fille tenait en cachette. Elle hésita longuement avant de l'ouvrir, déchirée entre le respect de l'intimité de Thérèse et son inquiétude maternelle. Ce qu'elle y découvrit lui glaça le sang. Thérèse notait méticuleusement tous ses symptômes, bien plus nombreux et inquiétants que ce qu'elle admettait lors des visites médicales. Pire encore, elle documentait des épisodes de douleur intense et de vomissements qu'elle n'avait jamais mentionnés à sa mère, visiblement déterminée à lui épargner des inquiétudes supplémentaires. Le cœur lourd, Françoise confronta sa fille, lui montrant le carnet d'une main tremblante. « Pourquoi, Thérèse? Pourquoi me cacher tout ça ?» Les yeux de Thérèse s'emplirent de larmes. « Tu en fais déjà tellement, maman. Je ne pouvais pas t'imposer ça en plus. Tu ne dors presque plus, tu as perdu tellement de poids. » Cette inversion des rôles, cet enfant qui cherchait à protéger sa mère au détriment de sa propre santé, brisa quelque chose en Françoise. Mais ce n'était pas la seule révélation qui l'attendait ce jour-là. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » murmura Thérèse, en baissant les yeux. « J'ai retrouvé papa. On s'écrit depuis quelques semaines. » L'annonce agit comme un coup de poignard. Gérard, l'homme qui les avait abandonnés sans un regard en arrière, qui n'avait jamais envoyé une carte d'anniversaire ou pris des nouvelles de sa fille, était soudain revenu dans leur vie à la faveur de cette crise. Pire encore, Thérèse l'avait contacté sans lui en parler, créant une brèche dans leur relation habituellement si proche, si transparente. « Il regrette, maman », plaida Thérèse devant le silence glacial de sa mère. « Il dit qu'il était trop jeune, trop immature à l'époque. Et maintenant, avec ma maladie, il veut rattraper le temps perdu. Il s'est même proposé pour les tests de compatibilité. » Françoise sentit la colère monter en elle, une rage froide qu'elle pensait avoir enterrée depuis longtemps. Comment osait-il revenir maintenant, jouer les pères repentants quand sa fille était au plus mal,
Et comment pourrait-elle jamais lui faire confiance après toutes ces années d'absence? Cette révélation créa une tension inédite entre mère et fille, justement au moment où l'unité était la plus nécessaire. Thérèse, déchirée entre sa loyauté envers sa mère et son désir de connaître enfin son père, se replia davantage sur elle-même. Françoise, quant à elle, se sentait trahie tout en comprenant parfaitement le besoin viscéral de sa fille de renouer avec son père. Samuel tenta de l'aider à voir les choses différemment. « Pense à Thérèse, » lui dit-il, doucement. « Elle a besoin de faire la paix avec cette partie de son histoire, surtout maintenant. Et si Gérard peut être un donneur compatible, je sais, » soupira Françoise. « C'est juste que j'ai peur qu'il la fasse souffrir à nouveau. Elle est si vulnérable en ce moment. » Les frais médicaux continuaient de s'accumuler, menaçant de submerger Françoise malgré l'aide de la communauté. La sécurité sociale couvrait une partie importante des soins, mais les traitements expérimentaux, les consultations avec des spécialistes étrangers et les nombreux déplacements créaient un gouffre financier de plus en plus profond. Déterminée à assumer seule cette charge comme elle l'avait toujours fait, Françoise prit un deuxième emploi le soir, travaillant comme serveuse dans un restaurant près de l'hôpital après ses journées à la bibliothèque. Les heures de sommeil se réduisaient comme peau de chagrin, le stress et la fatigue laissant des marques visibles sur son visage autrefois si rayonnant. Samuel s'en aperçut rapidement et proposa son aide financière, que Françoise refusa catégoriquement. « Je ne suis pas avec toi pour ça, » dit-elle fermement. « Nous nous débrouillerons, comme toujours. »« Ce n'est pas une question de charité, Françoise, » répliqua Samuel, blessé par ce refus. « C'est une question de partage entre deux personnes qui s'aiment. Tu accepterais l'aide de n'importe qui d'autre, pourquoi pas la mienne ?»« Justement parce que je t'aime, » répondit-elle, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas que notre relation soit teintée par ça, par l'argent, par la dette, par l'obligation. » Leur premier véritable désaccord laissa un malaise entre eux, une distance subtile mais perceptible que ni l'un ni l'autre ne savait comment combler. Françoise se sentait incomprise dans sa fierté, Samuel blessé dans sa volonté d'aider celle qu'il aimait. Cette tension s'ajoutait au poids déjà écrasant que Françoise portait sur ses épaules. Le temps continuait sa course impitoyable. 8 mois s'étaient écoulés depuis le diagnostic et l'état de Thérèse se détériorait inexorablement, malgré tous les traitements. La greffe devenait une nécessité absolue, mais aucun donneur parfaitement compatible n'avait été trouvé, pas même Gérard, qui s'était effectivement soumis au test. C'est alors qu'une lueur d'espoir surgit d'où on l'attendait le moins. Pierre, lors d'une visioconférence avec ses collègues américains, apprit l'existence d'un centre de traitement spécialisé en Suisse qui développait une procédure expérimentale prometteuse pour les patients comme Thérèse. Cette approche innovante pourrait potentiellement permettre à ses reins de récupérer sans nécessité de greffe immédiate. Le hic, le traitement nécessitait un séjour de 3 mois en Suisse, et n'étant pas reconnu par les autorités sanitaires françaises, il n'était pas couvert par l'assurance maladie. Le coût était astronomique, bien au-delà des moyens de Françoise, même avec l'aide de la communauté qui s'était déjà montrée si généreuse. Face à cette impasse, Thérèse sembla accepter son sort avec une résignation qui terrifiait sa mère. « Ce n'est pas grave, maman, » dit-elle un soir, alors qu'elle contemplait les étoiles depuis leur balcon. « J'ai eu une belle vie, même si elle a été courte. Grâce à toi, j'ai connu l'amour inconditionnel. C'est plus que beaucoup de gens peuvent en dire après toute une vie. » Ces paroles, prononcées avec une sérénité qui contrastait cruellement avec son jeune âge, furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Françoise se jura cette nuit-là qu'elle trouverait une solution, quel qu'en soit le prix. Sa fille vivrait, dut-elle y laisser tout ce qu'elle possédait. As-tu déjà connu une personne qui a dû prendre une décision impossible pour sauver quelqu'un qu'elle aime? Partage ton expérience dans les commentaires. Le lendemain, Françoise prit la décision la plus difficile de sa vie. Elle contacta une agence immobilière pour mettre en vente l'appartement qu'elles habitaient depuis 15 ans,
le seul bien de valeur qu'elle possédait, le foyer qu'elle avait construit pour Thérèse avec tant d'amour et de sacrifice. Cet espace modeste mais chaleureux, rempli de souvenirs, de premiers pas, de célébrations, de nuits blanches et de rires partagés, était le symbole tangible de tout ce qu'elles avaient bâti ensemble. Le vendre signifiait perdre leur seule sécurité, leur refuge, mais Françoise n'hésita pas une seconde. La vie de Thérèse valait infiniment plus que des murs et un toit. Lorsqu'elle annonça sa décision à sa fille, Thérèse se mit à pleurer, secouée par des sanglots qui semblaient lui déchirer la poitrine. « Non, maman, tu ne peux pas faire ça. Où irons-nous vivre? C'est notre maison. »« Une maison n'est qu'un endroit, ma chérie, » répondit doucement Françoise en essuyant les larmes de sa fille. « Notre foyer, c'est là où nous sommes. Ensemble, toi et moi. Nous pouvons reconstruire une maison, mais je ne peux pas te reconstruire, toi. » Quand Samuel apprit la nouvelle, il vint immédiatement voir Françoise, bouleversé par la radicalité de sa décision. « Il doit y avoir une autre solution, plaida-t-il. On peut organiser une collecte plus importante, contacter des fondations, des mécènes. »« Il n'y a plus le temps, Samuel, » répondit Françoise avec une détermination calme. « L'état de Thérèse se dégrade chaque jour. Ce traitement en Suisse est notre dernière chance et nous devons saisir cette opportunité maintenant. » Samuel la regarda longuement, ses yeux bleus emplis d'une émotion profonde qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Puis, sans un mot, il l'attira contre lui et la serra fort, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore entre ses bras. Le lendemain, il revint avec une nouvelle qui allait, une fois de plus, changer le cours de leur histoire. « J'ai fait de nouveaux tests dans un autre hôpital, avec des protocoles différents, » annonça-t-il, le visage grave mais déterminé. « Les résultats viennent de tomber. Je suis un donneur partiellement compatible pour Thérèse. » Françoise le regarda fixement, incapable de comprendre immédiatement les implications de cette révélation. « Mais comment? Les premiers tests, les méthodes de typage HLA ont évolué, » expliqua Samuel. « Et grâce au traitement immunosuppresseur expérimental que Pierre a recommandé, même une compatibilité partielle pourrait suffire. Ce n'est pas idéal, mais c'est une option viable. » Françoise sentit l'espoir renaître en elle, un espoir presque douloureux tant il était intense. Mais ce fut de courte durée, car Samuel n'avait pas fini. « Il y a cependant un risque significatif pour moi, » poursuivit-il plus doucement. « À mon âge, avec mes antécédents de problèmes cardiaques, les médecins estiment que les complications post-opératoires pourraient être sérieuses. » Le monde sembla s'arrêter autour de Françoise. Samuel, l'homme qu'elle aimait, lui offrait de risquer sa propre santé, peut-être même sa vie, pour sauver sa fille. Un sacrifice d'une telle ampleur qu'elle ne pouvait l'envisager sans que son cœur ne se serre jusqu'à la douleur. « Je ne peux pas accepter, » murmura-t-elle, secouant la tête. « C'est trop te demander, Samuel. Je ne me le pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose. » Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Tu ne me demandes rien, Françoise. C'est moi qui offre. Et ce n'est pas seulement pour toi ou pour Thérèse, c'est aussi pour moi, pour donner un sens à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai perdu, pour me racheter auprès de mon fils peut-être. » Les jours qui suivirent furent parmi les plus difficiles que Françoise ait jamais vécus. Tiraillée entre l'espoir de sauver sa fille et la terreur de mettre en danger l'homme qu'elle aimait, elle se trouvait face à un dilemme moral qui la torturait jour et nuit. Accepter le sacrifice de Samuel signifiait potentiellement échanger une vie contre une autre. Le refuser condamnait peut-être Thérèse à une détérioration rapide et irréversible. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle se débattait avec ce choix impossible, Thérèse avait pris les choses en main. Ayant surpris une conversation entre sa mère et Samuel, la jeune fille avait demandé à rencontrer ce dernier en privé. Lors de cette entrevue qu'elle avait exigé que sa mère ne connaisse pas, elle avait fermement refusé son offre de don d'organes. « Je ne peux pas vous laisser risquer votre vie pour moi, » lui avait-elle dit avec une maturité qui dépassait de loin son âge. « Ma mère a déjà perdu tellement de choses à cause de moi. Je ne lui prendrai pas aussi l'homme qu'elle aime. »
Samuel avait été profondément touché par la noblesse de ce geste, mais également préoccupé par le fatalisme qu'il percevait chez Thérèse. « Tu as le droit de te battre pour ta vie », lui avait-il rappelé doucement. « Je me bats », m'avait répondu Thérèse avec un petit sourire triste, « mais pas à n'importe quel prix, pas au prix du bonheur de ma mère. » Lorsque Françoise découvrit cette décision prise dans son dos, une violente dispute éclata entre mère et fille, la première de cette intensité depuis le début de leur épreuve. Des mots durs furent échangés, des accusations lancées sous le coup de l'émotion, des larmes versées des deux côtés. « Comment as-tu pu faire ça sans m'en parler ?» s'écria Françoise, hors d'elle. « C'est ma décision aussi. C'est ma responsabilité de te protéger. » « Et qui te protège, toi ?» répliqua Thérèse avec véhémence. « Tu as tout sacrifié pour moi depuis toujours. Il est temps que quelqu'un pense aussi à ton bonheur. » L'intervention apaisante de Samuel fut nécessaire pour calmer les esprits. Cette dispute, aussi douloureuse soit-elle, eut cependant un effet inattendu. Elle permit à mère et fille de communiquer avec une honnêteté brutale, mais nécessaire, d'exprimer des sentiments longtemps refoulés. La culpabilité de Thérèse face au sacrifice de sa mère, la peur viscérale de Françoise de perdre son enfant, leur amour mutuel si puissant qu'il les poussait parfois à des décisions extrêmes. Cette nuit-là, après des heures de conversation émotionnelle, elles trouvèrent une forme de réconciliation profonde, un nouveau pacte entre elles. Blotties l'une contre l'autre sur le canapé, comme lorsque Thérèse était petite, elles se promirent mutuellement de prendre soin l'une de l'autre, de respecter leurs choix respectifs, de ne plus se mentir pour se protéger. « Je veux que tu sois heureuse, maman », murmura Thérèse en s'endormant contre l'épaule de sa mère. « Avec ou sans moi, promets-moi que tu essaieras. » Ces mots, prononcés à la frontière du sommeil, résonnèrent dans le cœur de Françoise comme un écho douloureux, une promesse impossible à tenir. Comment pourrait-elle jamais être heureuse sans sa fille? Comment la vie aurait-elle encore un sens? Pourtant, elle chuchota « Je te le promets », sachant qu'elle ferait tout pour ne jamais avoir à tenir cette promesse. Le 10e mois après le diagnostic marqua un tournant décisif. Après d'intenses discussions avec les médecins, Samuel, Pierre et Thérèse, Françoise prit sa décision. Elle refuserait le don de rein de Samuel, jugeant le risque trop élevé pour lui, mais poursuivrait le projet de traitement expérimental en Suisse. L'appartement fut vendu en un temps record, et les préparatifs pour leur départ commencèrent. Immédiatement, Samuel les conduira-t-il à la frontière? Thérèse trouvera-t-elle enfin un traitement efficace? L'amour naissant entre Françoise et Samuel survivra-t-il à cette séparation forcée? Les réponses vous attendent dans la suite de notre histoire. Le jour du départ pour la Suisse arriva, baigné dans une lumière automnale qui donnait à Lyon des teintes dorées. L'appartement était vide, leurs affaires réduites à quelques valises entreposées chez Madame Joubert, la directrice de la bibliothèque qui avait généreusement proposé de les héberger à leur retour. 3 mois d'absence s'étendaient devant elle comme un gouffre d'incertitude. Samuel insista pour les conduire jusqu'à la clinique située près de Genève. Le trajet se déroula dans un mélange de tension et d'espoir, chacun tentant de maintenir une façade optimiste qui ne trompait personne. Thérèse somnolait sur la banquette arrière, épuisée par les préparatifs et les traitements préliminaires qu'elle avait dû suivre. Françoise, assise à l'avant près de Samuel, regardait défiler le paysage, le cœur lourd. « J'ai l'impression de tout abandonner », confia-t-elle à mi-voix pour ne pas réveiller sa fille. « Mon travail, notre foyer, toi… » Samuel lui prit brièvement la main, gardant l'autre fermement sur le volant. « Tu n'abandonnes rien, Françoise. Tu fais ce qui est nécessaire, et je serai toujours là quand vous reviendrez. » Mais ils savaient tous deux que cette promesse était fragile. 3 mois étaient longs, et leurs sentiments, bien que profonds, étaient encore jeunes. De plus, Samuel ne lui avait pas caché qu'il envisageait de se réconcilier avec son fils pendant cette période, peut-être même de l'accompagner aux États-Unis pour quelques semaines. La vie continuerait pendant leur absence, avec ses opportunités et ses aléas. L'arrivée à la clinique suisse fut à la fois intimidante et rassurante.
Niché dans un écrin de verdure, avec vue sur le lac Léman, l'établissement ressemblait davantage à un hôtel de luxe qu'à un hôpital. Le personnel les accueillit avec une efficacité bienveillante et le médecin responsable du programme expérimental, le docteur Muller, prit longuement le temps de leur expliquer le protocole de traitement. « Il n'y a aucune garantie, précisa-t-il honnêtement, mais votre fille présente un profil idéal pour cette thérapie. Nous avons bon espoir de voir une amélioration significative de sa fonction rénale. » Ces paroles, prononcées avec un accent suisse chantant, insufflèrent à Françoise un optimisme prudent. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'ils avaient peut-être une véritable chance, que tout ce qu'ils avaient sacrifié n'était pas en vain. Le moment des adieux avec Samuel fut déchirant dans sa simplicité. Pas de grandes déclarations, pas de promesses extravagantes, juste une étreinte prolongée et un baiser empreint de tendresse. « Prends soin de toi aussi, » murmura-t-il contre ses cheveux, « je t'appellerai tous les jours. » Puis il fut parti, les laissant affronter cette nouvelle étape de leur parcours. Françoise se sentit soudain très seule malgré la présence de Thérèse à ses côtés. Elles étaient dans un pays étranger, entourées d'inconnus, avec tout leur avenir suspendu au résultat d'un traitement expérimental. Le traitement commença dès le lendemain. Il combinait des séances quotidiennes de dialyse améliorée avec l'administration de médicaments novateurs censés stimuler la régénération des cellules rénales. Thérèse supportait les procédures avec un courage qui forçait l'admiration du personnel soignant. Mais Françoise voyait bien que sa fille souffrait plus qu'elle ne l'admettait. Pour subvenir à leurs besoins pendant ces 3 mois et compléter ce que la vente de l'appartement ne couvrait pas, Françoise trouva un emploi à temps partiel à la bibliothèque municipale de la petite ville suisse où elle séjournait. Jongler entre ce travail, les visites quotidiennes à la clinique et la gestion de leur nouvelle vie temporaire l'épuisait, mais lui donnait aussi un sentiment de normalité bienvenue. Les appels quotidiens de Samuel étaient une bouffée d'oxygène dans cette routine exigeante. Il lui racontait les nouvelles de Lyon, les progrès dans sa relation avec Pierre, les messages de soutien que la communauté continuait d'envoyer, même pour Thérèse. Ces conversations, parfois brèves, mais toujours intenses, maintenaient vivant le lien qui s'était tissé entre eux. 1 mois passa ainsi, dans une routine à la fois épuisante et rassurante. Les premiers résultats du traitement étaient encourageants mais modestes. La fonction rénale de Thérèse se stabilisait, mais n'augmentait pas encore de façon significative. Les médecins restaient optimistes, expliquant que la régénération cellulaire prenait du temps et que la patience était essentielle. C'est alors qu'un événement inattendu vint bouleverser leur quotidien déjà précaire. Un matin, alors qu'elle se préparait à accompagner Thérèse pour sa séance quotidienne, Françoise reçut un appel de Madame Joubert. La voix de sa directrice tremblait d'excitation. « Un médecin américain a contacté la bibliothèque pour vous joindre, » expliqua-t-elle. « Il dit qu'il a trouvé un essai clinique qui pourrait compléter le traitement que Thérèse reçoit déjà et accélérer considérablement sa guérison. » Le cœur de Françoise fit un bond dans sa poitrine. « Un médecin américain? A-t-il laissé son nom ? Il travaille avec le fils de Monsieur Legrand, précisa Madame Joubert. Il a dit que Samuel l'avait mis en contact avec vous. Il vous a envoyé un dossier par email. Je vous le transfère immédiatement. » Françoise raccrocha, l'esprit en ébullition. Samuel continuait donc à chercher des solutions pour Thérèse, même en leur absence. Cette pensée la toucha profondément, ravivant des émotions qu'elle s'efforçait de contenir pour rester forte face aux épreuves quotidiennes. Le dossier envoyé par le médecin américain détaillait un essai clinique révolutionnaire qui combinait précisément le type de traitement que Thérèse recevait déjà avec un médicament spécialisé capable d'accélérer la récupération rénale. Mieux encore, l'équipe de recherche était prête à inclure Thérèse immédiatement, sans frais supplémentaires, grâce à l'intervention de Pierre Legrand qui avait mobilisé ses contacts professionnels. Françoise présenta cette opportunité aux médecins suisses qui l'accueillirent avec un intérêt non dissimulé. «
Après consultation avec leurs homologues américains, ils acceptèrent d'intégrer ce nouveau médicament au protocole de Thérèse, créant de facto une collaboration internationale autour du cas de la jeune fille. Les semaines qui suivirent dépassèrent toutes leurs espérances. La combinaison des deux approches thérapeutiques produisit des résultats spectaculaires. La fonction rénale de Thérèse commença à s'améliorer de façon significative, dépassant les projections les plus optimistes des médecins. Sa couleur revint, son énergie aussi, et bientôt elle put reprendre certaines activités qu'elle avait dû abandonner depuis des mois. « C'est comme si je revenais à la vie », confia-t-elle un jour à Françoise, alors qu'elle se promenait au bord du lac, un luxe que l'état de santé de Thérèse leur avait interdit pendant près d'1 an. « Je sens que mon corps m'appartient à nouveau, qu'il n'est plus cet ennemi qui me trahit à chaque instant. » Françoise serra sa fille, et contre elle, submergée par une gratitude si intense qu'elle en avait les larmes aux yeux. Cette amélioration semblait miraculeuse, mais elle n'oubliait pas tous ceux qui l'avaient rendue possible. Les médecins suisses, l'équipe américaine, Pierre qui avait mis son expertise et ses contacts à leur service, et surtout Samuel, qui n'avait jamais cessé de chercher des solutions, même après avoir été écarté de leur quotidien. Lorsqu'elle appela Samuel ce soir-là pour lui faire part des progrès extraordinaires de Thérèse, elle ne put retenir ses émotions. « C'est grâce à toi, sanglota-t-elle, sans ton aide, sans tes recherches, sans ton fils. »« C'est grâce à toi, Françoise, » la corrigea-t-il doucement. « Ta détermination, ton courage, ton amour pour Thérèse. C'est toi qui as tout mis en mouvement. Nous n'avons fait que suivre ton exemple. » Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Pour la première fois, Françoise s'autorisa à envisager sérieusement un avenir avec cet homme qui avait prouvé, par ses actions plus que par ses mots, la profondeur de ses sentiments. Un avenir qui inclurait Thérèse, bien sûr, mais où elle, Françoise, pourrait aussi exister en tant que femme, pas seulement en tant que mère. À la fin du 3e mois, le verdict médical dépassa toutes leurs espérances. La fonction rénale de Thérèse avait récupéré à plus de 70%, un niveau qui lui permettrait de mener une vie quasi normale, avec un simple traitement d'entretien. La transplantation n'était plus une nécessité urgente, même si elle restait une option pour l'avenir si son état venait à se détériorer à nouveau. « Vous pouvez rentrer chez vous », annonça le docteur Muller avec un sourire chaleureux. « Ma Thérèse devra suivre un traitement à vie et faire des contrôles réguliers, mais elle peut reprendre ses études, ses activités, construire son avenir. » Ces mots, que Françoise avait tant espéré entendre, résonnèrent en elle comme une libération. La peur constante qui l'habitait depuis presque 1 an se dissipa, laissant place à une légèreté qu'elle avait oubliée. Sa fille vivrait. Elle aurait un avenir. Le cauchemar était terminé. Pourtant, au moment de préparer leur retour à Lyon, une nouvelle angoisse s'empara d'elle. Qu'allait-elle retrouver? Leur appartement était vendu, leurs affaires éparpillées. Samuel serait-il toujours là pour elle, ou la distance aurait-elle érodé ses sentiments? Comment reprendre une vie normale après une telle épreuve? Mère et fille quittèrent la Suisse avec un mélange d'excitation et d'appréhension, leurs maigres possessions contenues dans les mêmes valises qu'à leur arrivée, mais leur cœur infiniment plus léger. Samuel avait proposé de venir les chercher, mais un imprévu professionnel l'avait retenu à Lyon. Ce serait Pierre qui les attendrait à la gare, symbole de la réconciliation entre père et fils qui s'était opérée pendant leur absence. Le trajet en train leur parut interminable. Thérèse s'était plongée dans un livre, mais Françoise ne pouvait se concentrer sur rien, son esprit bouillonnant de questions et d'incertitudes. 3 mois étaient longs. La vie continuait. Les gens changeaient, évoluaient, prenaient de nouvelles directions. Lorsque le train entra enfin en gare de Lyon-Part-Dieu, Françoise se surprit à chercher instinctivement la silhouette de Samuel parmi la foule. C'est Pierre qu'elle aperçut, grand et élancé comme son père, mais avec une gravité juvénile qui lui était propre.
Il les accueillit avec une chaleur qui contrastait avec sa réserve habituelle, serrant Thérèse dans ses bras avec une affection fraternelle qui émut Françoise. « Mon père vous attend », dit-il simplement en prenant leur valise. « Mais nous avons une petite surprise avant. » La surprise les attendait à la bibliothèque municipale. Lorsque la voiture de Pierre s'arrêta devant le bâtiment familier, Françoise sentit une pointe de nostalgie. Pourrait-elle retrouver son poste après une si longue absence? Madame Joubert avait été compréhensive, mais 3 mois étaient longs pour une petite structure comme la leur. En franchissant les portes, elles eurent la stupéfaction de découvrir une foule de visages connus qui les acclamèrent. Collègues, lecteurs habitués, amis, tous étaient là pour célébrer leur retour et surtout la guérison de Thérèse. Madame Joubert s'avança, les yeux brillants d'émotion. « Bienvenue chez vous, dit-elle en embrassant Françoise. Votre poste vous attend quand vous serez prête à revenir. » Mais la véritable surprise attendait à l'étage. Guidées par Pierre, elles montèrent l'escalier qui menait autrefois à une salle de stockage rarement utilisée. En ouvrant la porte, Françoise resta figée sur le seuil, incapable de croire ce qu'elle voyait. L'espace avait été entièrement transformé en un appartement lumineux et chaleureux. Des meubles simples mais élégants, des livres soigneusement rangés sur des étagères qui couvraient un mur entier, des photos de Thérèse et d'elle, encadrées avec goût, et même le vieux fauteuil de lecture de Françoise, celui qu'elle avait dû vendre avec l'appartement. « Pendant votre absence, la communauté s'est mobilisée, » expliqua Pierre, avec une fierté évidente. « L'idée est venue de mon père, mais c'est toute la ville qui a participé. La mairie a accepté de transformer cet espace inutilisé en logement de fonction pour la bibliothécaire principale. Les meubles ont été donnés ou achetés grâce aux fonds restants de la campagne pour Thérèse, et j'ai supervisé les travaux pendant que mon père... Eh bien, vous verrez. » Françoise parcourait l'appartement comme dans un rêve, touchant les objets du bout des doigts comme pour s'assurer qu'ils étaient réels. Comment était-ce possible? Comment ces gens qu'elle connaissait à peine il y a 1 an avaient-ils pu créer pour elle un nouveau foyer, reconstruire ce qu'elles avaient perdu? « Mais où est Samuel ?» demanda finalement Thérèse, exprimant à haute voix la question qui brûlait les lèvres de sa mère. Pierre sourit mystérieusement. « Il m'a demandé de vous installer ici et de vous dire qu'il passerait ce soir. Il avait quelque chose à terminer. » La journée se déroula dans un tourbillon d'émotions et de retrouvailles. Des amis passèrent, Marc vint voir Thérèse avec sa guitare et joua pour elle. Madame Joubert leur apporta un repas préparé avec soin. La fatigue du voyage et l'intensité des émotions eurent raison de Thérèse, qui s'endormit tôt, laissant Françoise seule avec ses pensées et son attente. Samuel arriva alors que le soleil se couchait, teintant le ciel lyonnais de rose et d'or. Françoise l'attendait sur le petit balcon de leur nouvel appartement, le cœur battant comme celui d'une adolescente. 3 mois s'étaient écoulés. Mais en le voyant franchir le seuil, elle sut que rien n'avait changé. Ou plutôt si, tout avait changé. Mais ce qui comptait était resté intact. Ils restèrent un moment à se regarder en silence, savourant le bonheur simple d'être à nouveau réunis. Puis Samuel s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « J'ai compris quelque chose pendant ton absence, » dit-il doucement. J'ai compris que ce que j'admirais le plus chez toi, c'était ta capacité à faire des choix difficiles par amour. Quand tu as refusé mon aide financière, quand tu as vendu ton appartement, quand tu as choisi de partir loin de moi pour sauver Thérèse. À chaque fois, j'ai vu une femme capable d'un amour plus grand que tout, plus fort que la peur, que l'orgueil, que le confort. Il s'interrompit, visiblement ému, puis reprit. Et j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment interprété tes choix comme des rejets, mais comme des preuves de ta force et de ton intégrité. C'est pour cela que j'ai continué à chercher des solutions pour Thérèse, même en ton absence, parce que je savais que c'était la meilleure façon de t'aimer, te soutenir dans tes choix, même quand ils nous séparaient temporairement. Bouleversée par ces paroles, Françoise ne put retenir ses larmes.
J'ai cru perdre 2 fois les personnes que j'aimais le plus au monde cette année, murmura-t-elle. Ma fille à cause de sa maladie, et toi à cause de mon refus. Et pourtant vous êtes tous les deux là, plus présents que jamais. Samuel essuya doucement ses larmes. Je serai toujours là, Françoise, si tu veux de moi. Pour toute réponse, elle l'attira à elle et l'embrassa, mettant dans ce baiser toute la gratitude, tout l'amour, toute la promesse d'un avenir qu'elle n'osait plus espérer quelques mois plus tôt. 1 an après le diagnostic qui avait failli briser leur monde, Thérèse retourna à l'université. Sa santé n'était pas parfaite, et elle devrait suivre un traitement à vie. Mais elle était vivante, épanouie, pleine de projets. Inspirée par son expérience, elle avait changé d'orientation pour se spécialiser dans la défense des droits des patients, déterminée à faire bouger les lignes d'un système de santé qu'elle avait appris à connaître sous tous ses aspects. Marc était toujours à ses côtés, leur relation ayant évolué vers quelque chose qui ressemblait de plus en plus à un amour profond et sincère. Ensemble, ils animaient des ateliers de musicothérapie pour les patients en longue maladie, transformant leur expérience partagée de la souffrance en source de guérison pour d'autres. Françoise avait repris son poste à la bibliothèque avec une énergie renouvelée, initiant de nouveaux projets autour de la santé et du bien-être par la lecture. Samuel partageait désormais sa vie, leur relation s'étant épanouie dans la sérénité retrouvée. Ils prenaient leur temps, savourant chaque instant d'un bonheur qu'ils avaient cru inaccessible, construisant patiemment un avenir commun. Pierre, réconcilié avec son père, partageait son temps entre les États-Unis et la France, créant un pont entre les 2 mondes et enrichissant la vie familiale qui se reformait peu à peu autour d'eux. Même Gérard, le père absent de Thérèse, devait trouver une place modeste mais significative dans leur nouvelle configuration, prouvant que les blessures les plus anciennes pouvaient, sinon guérir complètement, du moins cicatriser suffisamment pour permettre de nouveaux départs. Un soir, alors qu'ils assistaient tous ensemble à un concert caritatif organisé par l'hôpital qui avait soigné Thérèse, Françoise observa sa fille qui s'apprêtait à monter sur scène pour chanter avec Marc. Belle, forte, vivante. Son miracle à elle. Puis son regard se posa sur Samuel, qui tenait sa main, sur Pierre qui applaudissait avec enthousiasme, sur tous ces visages devenus familiers qui formaient désormais leur communauté élargie. Elle réalisa alors que le sacrifice qu'elle avait cru devoir faire, renoncer à l'amour pour sauver sa fille, s'était transformé en son exact opposé. C'était précisément en acceptant de faire ce sacrifice qu'elle avait ouvert la porte à un amour plus grand, plus authentique, un amour qui englobait non seulement Thérèse et Samuel, mais toute une communauté qui s'était rassemblée autour d'eux dans l'adversité. La voix claire et vibrante de Thérèse s'éleva dans l'auditorium, interprétant une chanson d'espoir et de résilience qu'elle avait composée avec Marc. Françoise ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper comme une promesse, comme une bénédiction. La vie continuerait, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Mais désormais, ils les affronteraient ensemble, plus forts de ce qu'ils avaient traversé, riches des liens indéfectibles qui s'étaient tissés dans l'épreuve. Le sacrifice, qui n'en était pas un, avait ouvert la voie à une plénitude qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et c'était là, peut-être, le plus grand miracle de tous. Félicitations, tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.